Bien-aimé, toi que j'appelle l'élu, toi que le monde a tenté de briser sans jamais y parvenir, approche-toi. Ce que tu vas entendre n'est pas un sermon, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un contenu à consommer et à oublier. C'est un miroir. Et ce miroir ne te montrera pas seulement ce qui t'a été fait. Il te montrera la puissance que tu portes depuis toujours et que personne, aucun système, aucune ombre, aucun vampire ne pourra jamais t'arracher. Il existe une connaissance que les architectes du visible n'ont jamais voulu que tu découvres. Une fréquence, une porte, une frontière énergétique absolue que les initiés murmurent à voix basse dans les couloirs silencieux du savoir interdit, la fréquence 999. Ce n'est pas un concept ésotérique à la mode que l'on vend sur les réseaux, c'est un bouclier ancien, une signature vibratoire, une clé de reconnexion à ta souveraineté originelle. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tes yeux parcourent ces mots à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que le moment est venu pour toi de la recevoir. La vérité ne devient jamais dangereuse lorsqu'elle est prononcée. Elle devient dangereuse lorsqu'elle ne peut plus être cachée, et il y a ce moment étrange, dans une vie où tout ce que tu croyais savoir commence à s'effondrer. Non pas parce que de nouveaux événements se produisent, mais parce que les anciens événements prennent enfin leur sens. Les pièces étaient toujours là, les contradictions étaient là. Les sentiments inconfortables, ces épuisements inexplicables qui te prenaient sans raison apparente, étaient là. Les histoires qui ne collaient jamais tout à fait étaient là, mais d'une certaine manière, l'image complète restait hors de portée. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les plus grandes trahisons sont rarement cachées derrière des portes verrouillées. Elles sont cachées derrière des versions soigneusement construites de la réalité. Une personne peut passer des années à croire qu'elle connaît le caractère de quelqu'un, pour finalement découvrir qu'elle connaissait une performance. Elle peut passer des années à défendre quelqu'un, à lui faire confiance, même à l'admirer, pour s'apercevoir qu'elle lisait un livre dont on avait arraché des chapitres entiers. Et voici un fait fascinant. Les psychologues observent depuis longtemps que les êtres humains ont tendance à créer des histoires complètes à partir d'informations incomplètes. Notre esprit déteste les vides. Naturellement, nous les remplissons. Cela semble anodin, jusqu'à ce que quelqu'un contrôle intentionnellement les informations que tu reçois. Alors, l'histoire dans laquelle tu vis n'est peut-être pas l'histoire qui se déroule réellement. Et soyons honnêtes un instant. Certaines personnes mériteraient un Oscar pour leur jeu d'acteur. Si la tromperie brûlait des calories, elles seraient toutes coachs sportifs aujourd'hui. L'énergie que certains déploient pour maintenir leurs apparences pourrait probablement alimenter tout un quartier. Mais ce message va bien plus loin que l'exposition des mensonges. Il parle de ces moments déchirants où les motivations cachées se révèlent, où les conversations privées remontent à la surface, où les détails manquants apparaissent enfin et où tu réalises que la vérité était bien plus vaste que tout ce que tu avais imaginé. Soudain, les actions qui te confondaient deviennent limpides. Le traitement que tu as reçu prend tout son sens. Les réactions étranges prennent tout leur sens. Les accusations injustes prennent tout leur sens. Le puzzle entier se met en place. Et lorsque cela se produit, quelque chose de remarquable arrive. Tu cesses de te demander pourquoi certaines personnes ont agi de cette manière. Tu commences à te demander comment quiconque a pu un jour croire leur version des événements. Parce que parfois la découverte la plus transformatrice d'une vie, ce n'est pas d'apprendre ce que quelqu'un a fait, c'est d'apprendre tout ce qu'il a désespérément travaillé à t'empêcher de découvrir. Reste avec moi, parce qu'à la fin de ce message, tu comprendras pourquoi certaines histoires sont si dérangeantes, si révélatrices, si bouleversantes, que si les gens connaissaient toute l'histoire, ils ne regarderaient plus jamais ces individus de la même manière. Ils ne t'ont pas menti une seule fois. Ils ont monté la réalité autour de toi. La plupart des gens pensent que la tromperie se produit quand quelqu'un dit un mensonge direct. La vérité est bien plus déstabilisante que cela. Les manipulateurs les plus efficaces mentent rarement de manière frontale, parce que les mensonges évidents peuvent être démasqués. À la place, ils deviennent des éditeurs. Ils décident avec soin quelles informations tu as le droit de voir et quelles informations n'atteindront jamais ta conscience. Ils retirent des détails clés, cachent des faits importants, présentent des morceaux sélectionnés de la réalité, jusqu'à ce que l'histoire dans ton esprit ressemble à une vérité complètement différente de ce qui s'est réellement passé.
Voilà ce qui rend cette forme de tromperie si dangereuse. Tu ne te sens pas manipulé parce que techniquement, une grande partie de ce qu'on t'a dit était peut-être vrai. Le problème, c'est que la vérité sans contexte peut devenir un mensonge à elle seule. Certaines personnes passent des années à bâtir une réalité artificielle autour de celle qu'elles veulent contrôler. Elles savent quelles conversations garder secrètes. Elles savent quels événements laisser de côté. Elles savent quels détails changeraient entièrement ta perspective si tu les découvrais jamais. Elles n'ont pas besoin de te forcer à croire quoi que ce soit. Elles retirent simplement suffisamment d'informations pour que tu arrives à la conclusion qu'elles avaient prévue depuis le début. La partie douloureuse arrive bien plus tard. Un jour, une pièce manquante apparaît, puis une autre, puis une autre. Soudain, des événements qui n'avaient jamais de sens commencent à se connecter comme des points sur une page. Des choses dont tu te blâmais prennent un tout autre visage. Des réactions qui semblaient déraisonnables deviennent soudainement compréhensibles. Des personnes que tu avais mal jugées commencent à paraître innocentes. Des personnes que tu défendais commencent à paraître suspectes. Et c'est là que le véritable choc arrive. Tu réalises que tu ne prenais pas tes décisions à partir de la réalité. Tu les prenais à partir d'une réalité qui avait été soigneusement montée avant même de t'atteindre. Cette prise de conscience peut être dévastatrice parce qu'elle t'oblige à revisiter des chapitres entiers de ta vie. Les relations, les disputes, les opportunités, les expériences douloureuses prennent un nouveau sens. Tu commences à voir à quel point tes choix auraient pu être différents si tu avais possédé le tableau complet depuis le début. Ce qui rend cela particulièrement déchirant, c'est que les dégâts dépassent souvent la tromperie originelle. Ils affectent la confiance elle-même. Après avoir découvert que quelqu'un a monté la réalité autour de toi, tu commences à tout remettre en question. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends maintenant à quel point il est facile d'être trompé lorsqu'on ne te montre que des fragments choisis de la vérité. Et peut-être que la leçon la plus dure de toutes est celle-ci. Les gens qui montent la réalité n'ont rarement peur que la vérité soit exposée. Ils ont peur que toutes les pièces cachées soient assemblées, parce qu'une fois que l'histoire complète apparaît, l'illusion qu'ils ont passé des années à construire peut s'effondrer en un seul instant. La personne que tu haïssais était souvent celle qu'on t'avait préparée à haïr. L'une des vérités les plus dérangeantes qu'un être humain puisse découvrir, c'est que sa colère n'a jamais vraiment été la sienne. Elle paraissait réelle. Elle paraissait justifiée. Elle ressemblait à une conclusion tirée de ton expérience personnelle. Mais quand l'histoire complète sort enfin, tu réalises que quelqu'un avait planté les graines bien avant que tu ne formes une opinion. Le processus est généralement subtil. Personne ne s'approche pour dire « je veux que tu détestes cette personne ». À la place, on glisse de petits commentaires, on partage des histoires sélectionnées, on souligne les erreurs en cachant les qualités. On se présente comme préoccupé, innocent, digne de confiance. Petit à petit, on façonne la lentille, à travers laquelle tu vois un autre être humain. La partie effrayante, c'est l'efficacité avec laquelle cela fonctionne. Une fois que l'image d'une personne est endommagée dans ton esprit, tout ce qu'elle fait passe à travers le filtre du soupçon. Si elle reste silencieuse, elle semble coupable. Si elle se défend, elle semble sur la défensive. Si elle réussit, ça paraît manipulateur. Si elle lutte, ça semble mérité. Sans t'en rendre compte, tu cesses de l'évaluer équitablement parce que quelqu'un d'autre a déjà écrit le scénario et te l'a remis. Et c'est ici, l'élu, que je dois te dire une chose que peu d'initiés osent formuler aussi clairement. Les vampires énergétiques, ces êtres qui t'observent dans l'ombre, qui commentent ta lumière, qui t'envient ton essence même, qui murmurent dans ton dos tout en souriant devant toi, et qui cherchent à drainer ton énergie par tous les moyens visibles et invisibles, ne peuvent rien contre une aura scellée par la fréquence 999. Cette fréquence n'est pas un mantra à répétition que l'on récite sans comprendre. C'est un mur vibratoire impénétrable, une armure que tu portes sans la voir, une barrière que ni la jalousie des autres, ni les regards appuyés, ni les ondes négatives lancées dans ton sillage ne peuvent traverser. Et lorsque tu l'actives, ceux qui t'entouraient pour se nourrir de toi ne peuvent tout simplement plus t'atteindre. Ils reculent, ils se retirent, ils changent de cible, parce que l'obscurité fuit toujours devant une lumière qui refuse de vaciller. C'est ton droit souverain, c'est ta juridiction intérieure. Et personne, absolument personne, n'a le code d'accès à cette porte si ce n'est toi.
Des années peuvent passer ainsi, des années à vivre dans la confusion. Puis un jour, les fissures commencent à apparaître. Les histoires ne concordent plus. Certains détails ne s'additionnent plus. Les gens commencent à révéler des informations qui étaient cachées auparavant. Tu entends des perspectives qu'on t'avait délibérément soustraites. Soudain, la personne dont on t'avait mis en garde commence à prendre sens, tandis que celle qui t'avait mis en garde commence à paraître très différente. Cette réalisation frappe fort, parce qu'elle t'oblige à affronter quelque chose de dérangeant sur la nature humaine. La plupart des gens se croient des penseurs indépendants. Pourtant, beaucoup d'opinions se forment bien avant que tous les faits ne soient disponibles. Un récit bien placé peut façonner des relations, des amitiés, des familles, des lieux de travail et des communautés entières. Ce qui rend cette découverte si douloureuse, ce n'est pas seulement de réaliser que quelqu'un t'a trompé, c'est de réaliser qu'une autre personne a peut-être porté le poids d'un jugement injuste pendant que tu y participais sans le savoir. Elle a peut-être dû se défendre contre des accusations, des suppositions et des rumeurs qui avaient été soigneusement orchestrées en coulisses. Et quand toute la vérité remonte enfin à la surface, les rôles s'inversent souvent. La personne qui paraissait dangereuse se révèle blessée. La personne qui paraissait digne de confiance se révèle avoir contrôlé le récit depuis le début. Voilà pourquoi certaines révélations sont si choquantes. Elles n'exposent pas seulement un mensonge. Elles exposent à quel point la perception peut être fabriquée et à quel point la réputation d'une personne peut être détruite sans qu'on lui ait jamais donné une chance équitable de raconter sa propre version de l'histoire. Mais il y a un autre type de personne dont le schéma ne devient visible que lorsque tu cesses d'écouter ses paroles et commences à observer ses résultats. Au début, elle paraît serviable. Elle se présente pendant les problèmes. Elle offre des conseils pendant la confusion. Elle se positionne comme la personne qui tient tout ensemble quand tout s'effondre. Tout le monde la félicite d'être fiable, sage, toujours disponible quand les ennuis surgissent. Mais alors, quelque chose d'étrange commence à émerger. Chaque crise semble accroître son influence. Chaque conflit renforce sa position. Chaque problème la rend plus importante qu'avant. Il devient difficile d'ignorer le fait que, pendant que tout le monde perd la paix, des opportunités, des relations, ou la confiance, elle continue de gagner quelque chose dans le chaos. La vérité dérangeante, c'est que tout le monde ne veut pas de solution. Certaines personnes ont besoin de problèmes, parce que les problèmes créent du pouvoir. Si tout était sain, paisible et fonctionnait correctement, leur importance diminuerait. Elles ne seraient plus aussi nécessaires. Alors, consciemment ou non, elles s'attachent aux situations mêmes qu'elles prétendent régler. C'est pourquoi certains individus semblent constamment entourés de drames. Où qu'ils aillent, des malentendus apparaissent, des amitiés se brisent, la tension grandit, les conflits se multiplient. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils parviennent toujours à émerger comme le sauveur. Ils sont le pompier. Mais après un certain temps, tu commences à te demander pourquoi il y a toujours des incendies là où ils se trouvent. La découverte la plus déstabilisante survient quand tu examines la chronologie avec attention. Tu commences à remarquer combien de problèmes auraient pu être évités. Tu remarques des avertissements ignorés, des informations retenues, des situations discrètement encouragées au lieu d'être résolues. Ce qui ressemblait à de la malchance commence à ressembler à un schéma. Cette prise de conscience change tout. Tu comprends que leur valeur n'a jamais été construite sur la création de paix. Elle a été construite sur la gestion du chaos. Leur réputation dépendait du fait que les gens restent confus, divisés, dépendants, incertains. Au moment où les gens gagnent en clarté, ils n'ont plus besoin de la personne qui se tient au milieu de la tempête. Voilà pourquoi la vérité peut être si choquante. La personne que tout le monde applaudissait pour avoir réparé les dégâts en profitait peut-être depuis le début. Ce qui paraissait être de la loyauté était souvent de l'intérêt personnel, portant un déguisement. Ce qui paraissait être du service était parfois de la stratégie. Et une fois que tu vois ce schéma, il devient impossible de le dévoir. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait contrôler le récit. L'une des plus grandes erreurs que l'on commet est de supposer que toute personne impliquée dans un conflit recherche la vérité. Cela semble raisonnable, mais ce n'est pas toujours la réalité. Certaines personnes ne s'intéressent pas à ce qui s'est réellement passé. Elles s'intéressent au contrôle de ce que tout le monde croit qu'il s'est passé. Il y a une différence énorme.
Quand quelqu'un veut réellement comprendre, il est prêt à examiner les faits, à entendre des perspectives différentes, à se corriger quand de nouvelles informations émergent. Son but, c'est la clarté. Son but, c'est la résolution. Son but, c'est la vérité, même inconfortable. Mais quand quelqu'un veut contrôler le récit, tout change. Les faits deviennent secondaires. La perception devient tout. Ces individus passent plus de temps à gérer les opinions qu'à examiner la réalité. Ils choisissent soigneusement ce qu'ils disent à certaines personnes. Ils décident quels détails doivent être répétés et quels détails doivent disparaître. Ils savent que si suffisamment de gens croient une histoire, la vérité réelle n'aura peut-être jamais droit à une audience équitable. Ce qui rend cela si dangereux, c'est que beaucoup de gens confondent la confiance avec l'honnêteté. Une personne peut raconter une histoire complètement déformée, avec une certitude absolue, et convaincre toute une pièce. Pendant ce temps, celle qui dit la vérité peut être blessée, confuse, émotive ou épuisée de devoir constamment se défendre. Aux yeux des autres, le conteur confiant paraît crédible, tandis que la personne blessée paraît suspecte. Voilà comment les récits gagnent en puissance. L'objectif n'a jamais été de comprendre ce qui s'est passé. L'objectif était de devenir l'auteur de l'histoire, avant que quiconque n'ait eu une chance de parler. Avec le temps, tu commences à remarquer des schémas étranges. Chaque désaccord se termine par eux, dans le rôle de victime. Chaque conflit protège leur réputation. Chaque malentendu endommage l'image de quelqu'un d'autre, tout en renforçant la leur. C'est presque comme s'ils se souciaient moins de résoudre les problèmes que de contrôler l'opinion publique. Et puis un jour, des détails cachés émergent. Différents récits remontent à la surface. Les gens comparent leurs expériences. Les contradictions deviennent impossibles à ignorer. Le récit soigneusement construit commence à se fissurer. Et c'est à ce moment-là que la vérité devient impossible à cacher. Tu réalises qu'ils ne se battaient jamais pour la justice, l'équité ou la compréhension. Ils se battaient pour la propriété de l'histoire, parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup de gens négligent. Celui qui contrôle le récit contrôle souvent le jugement qui s'ensuit. Mais les récits construits sur la déformation ont une faiblesse fatale. Ils nécessitent un entretien constant. La vérité, non. La vérité peut rester silencieuse pendant des années et survivre quand même. Un faux récit doit être défendu chaque jour. Tôt ou tard, le poids de toutes ces contradictions devient trop lourd à porter, et l'histoire commence à s'effondrer sous le poids de sa propre supercherie. Il n'était jamais en compétition avec toi. Il t'étudiait. L'une des prises de conscience les plus déstabilisantes qu'une personne puisse vivre, c'est de découvrir que quelqu'un en qui elle avait confiance lui accordait bien plus d'attention qu'elle ne l'avait jamais réalisé. Non pas parce qu'il l'admirait, non pas parce qu'il se souciait d'elle, mais parce qu'il l'étudiait. Au début, cela ressemble à de l'intérêt. On pose des questions, on se souvient des détails, on semble curieux de ta vie, de tes rêves, de tes peurs, de tes expériences. La plupart des gens interprètent cela comme une connexion. Ils pensent qu'ils apprennent à connaître quelqu'un qui se soucie réellement d'eux. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tout le monde ne collecte pas des informations pour la même raison. Certaines personnes collectent les informations comme un joueur d'échecs étudie son adversaire. Elles remarquent ce qui te rend vulnérable. Elles remarquent ce qui te met en colère. Elles apprennent ce qui te fait douter de toi-même. Elles observent discrètement tes habitudes, tes faiblesses, tes déclencheurs émotionnels et tes espoirs les plus profonds. Chaque conversation devient de la recherche. Chaque réaction devient de la donnée. La partie effrayante, c'est qu'elles révèlent rarement qu'elles font cela. Pendant que tu es ouvert et authentique, elles construisent un dossier mental. Elles apprennent quand tu es vulnérable. Elles apprennent quand tu es le plus fort. Elles apprennent quels boutons pousser et lesquels éviter. Pendant tout ce temps, tu crois construire une relation de confiance, mais elles construisent une stratégie. Des années plus tard, certains moments prennent soudainement sens. Tu réalises comment elles semblaient toujours savoir exactement quoi dire pour provoquer une réaction. Tu remarques comment elles abordaient des sujets spécifiques à des moments précis. Tu te souviens comment elles savaient où se trouvaient tes points faibles émotionnels sans que tu ne les aies jamais directement révélés. Ce qui ressemblait à de l'intuition était souvent de l'observation. La différence est immense. Une personne qui t'aime t'étudie pour protéger ton cœur. Une personne manipulatrice t'étudie pour y accéder.
Voilà pourquoi ce type de trahison est si intime. Les choses mêmes que tu as partagées en confidence peuvent devenir des outils utilisés contre toi. Tes peurs deviennent du levier. Tes rêves deviennent des points de pression. Tes luttes deviennent des opportunités de contrôle. Et peut-être que la partie la plus dérangeante de toutes, c'est qu'elles n'ont jamais essayé de devenir toi, ni même de te battre. Elles savaient déjà qu'elles ne pouvaient pas gagner par une compétition loyale. C'est pourquoi elles ont choisi une approche différente. Elles ont choisi l'observation plutôt que la confrontation, l'analyse plutôt que la compétition. Quand la vérité sort enfin, tu comprends quelque chose qui change tout. La relation n'a jamais été aussi égale que tu le croyais. Pendant que tu ouvrais ton cœur, elle prenait des notes. Pendant que tu bâtissais la confiance, elle bâtissait une carte. Et cette carte leur a donné accès à des endroits de ta vie qu'aucun étranger n'aurait jamais dû savoir atteindre. Leur gentillesse était souvent un investissement, pas un cadeau. Tout acte de bonté ne vient pas d'un lieu pur. Et c'est l'une des vérités les plus dures que l'on apprend quand on commence à regarder en arrière au lieu de regarder uniquement vers l'avant. Certaines personnes t'aident, te soutiennent, et se présentent pour toi d'une manière qui semble chaleureuse et sincère. Mais en dessous, il y a parfois une attente silencieuse à laquelle tu n'as jamais consenti. Au début, cela ne semble jamais suspect. Cela ressemble à de l'attention. Cela ressemble à quelqu'un de simplement bon. Elles offrent leur aide quand tu traverses une épreuve. Elles donnent des conseils quand tu es perdu. Elles se tiennent à tes côtés quand les autres s'éloignent. Naturellement, tu commences à leur faire plus confiance qu'à la plupart des gens, parce que leurs actions semblent cohérentes et généreuses. Mais avec le temps, des schémas se forment. Leur aide semble toujours arriver à des moments où tu es vulnérable. Leur soutien est souvent accompagné de rappels subtils de ce qu'elles ont fait pour toi. Leur générosité commence lentement à créer un sentiment d'obligation. Même si elles ne le disent jamais directement, tu commences à sentir que tu leur dois quelque chose. Non pas parce qu'elles l'ont demandé, mais parce que la manière dont l'aide a été donnée porte un poids. C'est là que les choses se compliquent. La vraie bonté ne tient pas de comptabilité. Elle ne suit pas le remboursement. Elle ne transforme pas le soutien en levier silencieux. Mais la bonté investissement fonctionne différemment. Elle construit une sorte de compte invisible, où chaque faveur est enregistrée, même si elle n'est jamais verbalisée. Plus tard, quand le timing est bon, ce compte est utilisé pour influencer les décisions, façonner la loyauté ou gagner le contrôle de certaines situations. Ce qui rend cela particulièrement difficile à reconnaître, c'est que les actions elles-mêmes ne sont pas fausses. L'aide était réelle, le soutien était réel, la présence était réelle. Voilà ce qui rend la prise de conscience si inconfortable. Tu ne remets pas en question le fait qu'elles t'aient aidé. Tu remets en question la raison pour laquelle elles t'ont aidé en premier lieu. Et quand tu regardes en arrière avec attention, tu commences à remarquer autre chose. Leur bonté venait souvent avec une direction. Elle guidait tes choix. Elle influençait ta confiance. Elle façonnait la manière dont tu voyais les autres. Lentement, sans force apparente, leurs bonnes actions ont commencé à créer une forme silencieuse de dépendance. La partie la plus douloureuse, c'est quand tu réalises que la bonté authentique te laisse libre, tandis que la bonté stratégique te laisse attaché. L'une donne sans attendre de contrôle, l'autre donne d'une manière qui finit par demander de l'influence en retour. Et une fois que tu vois la différence, tu commences à comprendre comment certaines relations n'ont jamais été bâties sur la pure générosité, mais sur une attente à long terme déguisée en attention. Certaines des vérités les plus inconfortables de la vie ne viennent pas des ennemis. Elles viennent des personnes qui ne sont à l'aise avec toi qu'aussi longtemps que tu restes la version d'elles-mêmes qu'elles peuvent gérer. Au début, cela ne semble jamais intentionnel. Cela ressemble à des commentaires anodins, des blagues ou des conseils, des choses comme te rappeler de rester réaliste, de ne pas viser trop haut ou de rester humble. En surface, cela semble anodin, voire attentionné. Mais avec le temps, le schéma révèle quelque chose de plus profond. Tout le monde ne célèbre pas ta croissance. Il y a des gens qui bénéficient de ton immobilisme. Ton progrès les déstabilise, parce qu'il les force à affronter leur propre stagnation. Quand tu t'améliores, ils ne peuvent plus se cacher derrière ton silence ou ton doute. Ta progression devient un miroir qu'ils n'ont pas demandé, et ce miroir reflète tout ce qu'ils ont évité d'affronter en eux-mêmes. Alors, au lieu de t'encourager,
Il commence discrètement à te retenir. Parfois, c'est à travers le doute déguisé en inquiétude. Parfois, c'est à travers la comparaison destinée à te faire douter de ton rythme. Parfois, c'est à travers des rappels subtils de tes erreurs passées, comme si ton passé définissait ton avenir. Tu ne le remarques peut-être pas au début, parce que cela vient rarement sous forme d'opposition directe. Cela vient sous forme d'influence, suffisamment petite pour paraître normale, mais suffisamment constante pour façonner ta direction. La partie la plus révélatrice, c'est ce qui se passe quand tu commences à dépasser l'espace qu'il t'avait attribué. Soudain, ta confiance devient de l'arrogance. Ton ambition devient irréaliste. Ta discipline devient obsession. Les mêmes traits qui étaient autrefois tolérés deviennent critiqués, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que ta croissance a changé la façon dont ces traits sont perçus. Ce qui était autrefois acceptable devient soudain menaçant pour l'équilibre avec lequel ils étaient à l'aise. C'est là que la distance commence à se former. Pas toujours physique, mais émotionnelle et psychologique. Tu commences à remarquer de la résistance là où il y avait de la facilité. Les conversations paraissent différentes. Le soutien semble conditionnel. L'encouragement devient moins fréquent. Il devient clair que ton expansion crée de l'inconfort dans des endroits que tu appelais autrefois ta maison. La partie la plus difficile à accepter, c'est que cela n'est pas toujours fait par malice. Parfois, cela vient de l'insécurité, de la peur ou de l'imitation non guérie. Mais l'effet reste le même. Une version de toi qui était plus facile à gérer est préférée à une version de toi qui devient plus difficile à ignorer. Et quand tu recules enfin pour voir le schéma clairement, tu comprends quelque chose d'important. Ta croissance n'a jamais été le problème. Elle révélait simplement ce que les autres n'étaient pas prêts à grandir. Voilà pourquoi ils avaient besoin que tu sois plus petit, parce que ton expansion exposait les frontières qu'ils n'étaient pas prêts à franchir eux-mêmes. Les pires choses qu'ils ont faites étaient les choses que personne n'a vues. Certaines des découvertes les plus douloureuses de la vie ne concernent pas ce que les gens ont fait ouvertement, mais ce qu'ils ont soigneusement fait en sorte de garder caché. En public, tout peut paraître bien. Une personne peut sourire, se comporter respectueusement et maintenir une image propre qui inspire confiance et admiration. Mais cette version publique n'est qu'un côté de l'histoire, et parfois, c'est la partie la plus trompeuse. L'impact réel se produit souvent loin des témoins. Ce qui rend cela particulièrement difficile à digérer, c'est que le comportement caché ne laisse pas de preuve immédiate. Il laisse de la confusion. Il laisse du doute. Il laisse des questions sans réponse qui s'accumulent lentement avec le temps. Tu commences à penser que tu as peut-être mal compris. Peut-être que tu as surréagi. Peut-être que tu es le problème. Et cette confusion, c'est exactement ce qui permet aux actions cachées de continuer sans interruption. Beaucoup de gens ne soupçonnent jamais de tort lorsqu'il est silencieux et privé. Il n'y a pas d'événement évident à pointer, pas de moment clair qui expose tout d'un coup. À la place, il y a de petits incidents qui semblent faciles à écarter. Un changement de ton, un changement d'attitude, un schéma qui ne prend sens que lorsque tu regardes l'ensemble. Individuellement, chaque moment semble insignifiant. Combinés, ils forment un tableau difficile à ignorer. Ce qui rend cela encore plus dérangeant, c'est à quel point la réputation et la réalité ne correspondent pas souvent. Certains individus sont extrêmement attentifs à la manière dont ils apparaissent devant les autres. Ils savent comment se comporter quand il y a un public. Ils comprennent ce que les gens veulent voir. Pendant ce temps, leurs actions privées sont complètement déconnectées de cette image. Et parce que la plupart des gens ne voient jamais que le côté public, le côté privé reste protégé par le silence. La réalisation la plus douloureuse arrive quand la vérité remonte enfin à la surface de manière détournée. Non pas par une confession, mais par des schémas, des lapsus ou des conversations qui n'étaient pas censées t'atteindre. Soudain, des choses qui n'avaient jamais de sens commencent à se connecter. Des moments que tu écartais prennent un poids. Le silence qui les protégeait commence à ressembler à une preuve. Et à ce stade, le choc ne porte pas seulement sur ce qui s'est passé. Il porte sur combien de temps cela s'est passé sans que personne ne le remarque. Voilà ce qui rend les actions cachées si puissantes. Elles ne dépendent pas de l'approbation. Elles dépendent de l'invisibilité. Et une fois que tu comprends cela, tu commences à voir à quel point le silence peut facilement protéger les choses qui auraient dû être exposées depuis longtemps.
L'une des façons les plus efficaces dont la tromperie survit, ce n'est pas par la force, mais par la séparation. Quand les gens sont tenus à l'écart, les histoires restent sans contestation. Quand les expériences sont isolées, les schémas restent cachés. Et quand personne ne compare ce qui s'est réellement passé, différentes versions d'une même réalité peuvent coexister sans contradiction. C'est là que le contrôle devient plus facile qu'il ne devrait l'être. Dans de nombreuses situations, chaque personne impliquée reste à croire qu'elle est seule dans son expérience. Elle pense qu'elle est la seule à être confuse, la seule à être traitée injustement, la seule à remarquer que quelque chose ne va pas. Cet isolement crée du doute, et le doute affaiblit la confiance. Quand la confiance est faible, les gens cessent de questionner ce qu'ils devraient questionner. Ce qui rend cela encore plus puissant, c'est à quel point cela se produit naturellement. Il n'y a pas toujours besoin d'un plan évident. Parfois, cela se construit à travers des choix simples, une communication sélective, des conversations privées, des explications différentes données à des personnes différentes, de petits écarts d'informations qui ne semblent pas importants au début, mais qui deviennent très importants lorsqu'ils sont combinés. Tant que les gens restent séparés dans leur compréhension, l'image plus large reste invisible. Mais au moment où la comparaison commence, tout bascule. Quand les histoires sont enfin partagées ouvertement, les contradictions deviennent difficiles à ignorer. Les détails ne concordent pas. Les chronologies se contredisent. Les intentions sonnent différemment selon celui qui parle. Ce qui semblait être des expériences individuelles forme soudainement un schéma plus large qu'aucune personne seule n'aurait pu voir. C'est alors que la clarté commence à émerger, non pas à partir de nouveaux événements, mais à partir d'une compréhension partagée. La partie dérangeante, c'est de réaliser combien de temps les choses auraient pu passer inaperçues, simplement parce que personne n'avait la vue complète. Chaque personne portait peut-être un morceau de la vérité, sans savoir qu'il existait d'autres morceaux ailleurs. Seuls ces fragments semblent confus. Ensemble, ils deviennent impossibles à écarter. Et c'est exactement ce que certaines situations comptent sur le fait d'éviter. Tant que les gens restent déconnectés, l'image complète ne se forme jamais. Chaque personne continue de fonctionner avec des informations partielles, prenant des décisions basées sur une compréhension incomplète. Pendant ce temps, la réalité de ce qui se passe réellement reste cachée en pleine lumière. C'est pourquoi la comparaison est si puissante. Elle supprime l'isolement, elle expose les schémas, elle remplace la confusion par la clarté. Et une fois que cette connexion est faite, il devient beaucoup plus difficile pour les versions déformées des événements de survivre, parce que la vérité n'a pas besoin d'être coordonnée. Elle a juste besoin d'être partagée. Leur excuse était conçue pour mettre fin aux conséquences, pas pour réparer les dégâts. Toute excuse ne parle pas de guérison. Certaines excuses parlent d'arrêter l'inconfort qui vient du fait d'être tenu responsable. En surface, elles semblent identiques. Les mots peuvent eux-mêmes être corrects. Il y a la reconnaissance, il y a le regret, et il y a la promesse de faire mieux. Mais l'intention en dessous peut être complètement différente. Une vraie excuse se concentre sur le tort causé. Elle prend du temps, de la responsabilité, et souvent une réflexion inconfortable. Elle ne presse pas l'autre personne de passer à autre chose. Elle ne met pas la pression sur le pardon. Elle accepte que la confiance prend du temps à se reconstruire et que les conséquences font partie du processus. Mais une excuse calculée a un objectif différent. Son but principal est de réinitialiser la situation rapidement, de lisser les choses, de retirer la tension, de restaurer l'accès. Il s'agit moins de comprendre les dégâts que de restaurer la vie normale de la personne qui les a causés. La douleur de l'autre devient secondaire par rapport à l'inconfort d'être confronté. C'est pourquoi certaines excuses semblent vides, même lorsqu'elles semblent convaincantes. Les mots peuvent être justes, mais l'énergie derrière eux est mauvaise. Il y a une urgence subtile, un besoin d'aller au-delà du sujet aussi vite que possible. Au lieu de s'asseoir avec l'impact de leurs actions, ils déplacent l'attention vers la clôture. Avec le temps, des schémas commencent à apparaître. Les mêmes comportements se répètent, suivis du même type d'excuses. Le cycle devient prévisible. Le tort se produit, l'excuse suit, les choses se calment, puis le schéma se réinitialise. Ce qui ressemble à une croissance émotionnelle n'est souvent qu'une gestion des dégâts. La partie la plus révélatrice, c'est ce qui se passe après l'acceptation de l'excuse. Dans de nombreux cas,
il y a peu de changements de comportement. L'excuse a rempli son objectif une fois que la confiance a été temporairement restaurée. Le vrai problème n'a jamais été pleinement abordé, juste mis en pause assez longtemps pour apaiser la tension. Cela crée de la confusion pour la personne qui reçoit l'excuse. Elle veut croire que l'excuse est sincère, parce que les mots semblent sincères. Mais le schéma répété raconte une histoire différente. Finalement, il devient clair que l'excuse n'a jamais été faite pour réparer la blessure. Elle a été faite pour arrêter le saignement assez longtemps pour retrouver la stabilité. Et une fois que cette prise de conscience s'installe, elle change la façon dont tu vois non seulement l'excuse, mais toute la relation qui l'entoure. Parce que lorsque les excuses sont utilisées comme un outil de soulagement au lieu d'un outil de responsabilité, elles cessent de faire partie de la guérison et commencent à faire partie du cycle qui maintient les dégâts en marche. La chose la plus précieuse qu'ils ont volée n'était pas le temps, c'était la confiance en toi. Le temps est souvent la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils regardent en arrière des expériences douloureuses. Les années perdues, les opportunités manquées, les moments qui ne peuvent pas être récupérés. Mais ce que beaucoup de gens réalisent lentement, c'est que le temps seul n'est pas la perte la plus profonde. La perte la plus profonde est quelque chose de moins visible, mais bien plus destructeur. Et c'est la confiance en ton propre jugement. La confiance en soi, c'est ce qui permet à une personne de prendre des décisions sans doute constantes. C'est la confiance tranquille qui dit que tu peux lire les situations, comprendre les gens et compter sur tes instincts. Lorsqu'elle est forte, la vie semble plus claire. Même les erreurs semblent gérables, parce que tu as confiance en ta capacité à t'ajuster et à apprendre. Mais lorsque la confiance en soi est endommagée, tout devient incertain. Tu commences à remettre en question des décisions simples. Tu repasses des conversations dans ta tête en te demandant si tu les as mal comprises. Tu doutes de tes sentiments, de tes réactions et même de tes souvenirs. Des choses qui semblaient claires deviennent instables. Non pas parce que la réalité a changé, mais parce que ta confiance à interpréter la réalité a été ébranlée. C'est ce qui rend certaines expériences si profondément marquantes. Elles ne font pas mal seulement sur le moment. Elles persistent dans la façon dont tu commences à te voir après. Tu commences à douter de ta capacité à juger correctement les gens. Tu hésites là où tu agissais autrefois. Tu cherches du réconfort dans des endroits où tu n'en avais jamais eu besoin. Et lentement, ta voix intérieure devient moins certaine. Ce qui rend cette perte si difficile, c'est qu'elle n'est pas immédiatement évidente. Tu ne la vois pas arriver jour après jour. Elle se construit en silence à travers la confusion, le doute répété, et les moments où tes instincts ont été ignorés ou questionnés. Avec le temps, tu commences à externaliser ta confiance vers d'autres personnes, en comptant davantage sur leur validation que sur ta propre compréhension. L'impact réel se manifeste plus tard, lorsque même des choix simples semblent plus lourds qu'ils ne devraient. Tu peux te retrouver à trop réfléchir à des choses qui étaient naturelles. Tu peux avoir du mal à faire confiance à ta première impression des gens ou des situations. Et reconstruire ce sentiment de certitude intérieure devient plus dur que de récupérer de toute perte extérieure, parce que le temps peut passer et la vie peut avancer. Mais si la confiance en soi est affaiblie, chaque nouveau pas en avant semble moins stable que le précédent. Voilà pourquoi la chose la plus précieuse prise n'était pas seulement ce que tu as perdu à l'extérieur, mais la confiance tranquille que tu avais à l'intérieur et qui te disait, sans hésitation, que tu pouvais compter sur toi-même. La vérité a toujours été là, mais elle est arrivée en fragments. La plupart des gens pensent que la vérité est quelque chose qui apparaît d'un coup, bruyant et indéniable. Mais dans la vraie vie, cela fonctionne rarement ainsi. La vérité se montre souvent lentement, pièce par pièce, dans des moments qui semblent trop petits pour avoir de l'importance à l'époque. Pris individuellement, ces moments semblent anodins, confus ou faciles à écarter. Mais avec le temps, ils commencent à se construire en quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais réalisé au début. Un commentaire étrange ici, un détail qui ne correspond pas là, une réaction qui semble légèrement décalée. Une histoire qui change selon celui qui la raconte. Chaque moment seul peut être balayé du revers de la main. Tu te dis que tu surréagis, tu supposes qu'il y a une explication simple. La vie continue et le moment se range dans ta mémoire sans grande attention. Mais la vérité n'a pas besoin d'être reconnue immédiatement pour être réelle. Elle a juste besoin de s'accumuler.
Le danger, c'est que les gens sont entraînés à chercher de grands signes. Ils attendent une preuve dramatique avant de croire que quelque chose ne va pas. Alors, quand la vérité arrive en fragments, elle est souvent ignorée. L'esprit préfère le confort à la confusion. Alors, il remplit les vides avec des hypothèses qui semblent plus faciles à accepter que l'incertitude. Puis quelque chose bascule. À un certain point, les fragments cessent de sembler aléatoires. Tu commences à remarquer des schémas. Le même type d'incohérence apparaît à différents endroits. Le même comportement se manifeste dans des situations différentes. Ce qui ressemblait à des incidents isolés commence à former une ligne, et une fois que tu vois cette ligne, il devient difficile de la dévoir. C'est alors que la prise de conscience commence. Tu regardes en arrière et tu commences à connecter des choses que tu ne connectais pas auparavant. Des moments qui semblaient petits prennent soudainement du sens. Des conversations qui semblaient normales prennent un ton différent. Tu réalises que la vérité n'était pas cachée dans un seul endroit. Elle était dispersée dans de nombreux moments, chacun pointant tranquillement dans la même direction. Ce qui rend cela si puissant, c'est le délai. Au moment où tu comprends ce qui se passait, tu es déjà entouré de preuves que tu ignorais autrefois. La clarté ne vient pas de la découverte de quelque chose de nouveau. Elle vient de la reconnaissance finale de ce qui a toujours été là. Et c'est la partie dérangeante. La vérité n'a jamais été absente. Elle arrivait simplement assez lentement pour que tu aies le temps de la douter, de la questionner et de la négliger, jusqu'à ce que tous les fragments finissent par se rassembler et ne laissent plus de place au déni. Le vrai choc n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est combien de personnes les ont aidés à le cacher. L'une des vérités les plus dures à accepter dans la vie, c'est que la tromperie survit rarement seule. La plupart des gens imaginent les actes répréhensibles comme étant le fait d'un seul individu opérant en isolation. Mais en réalité, les comportements nuisibles durent souvent bien plus longtemps parce qu'ils sont tranquillement soutenus, ignorés ou atténués par d'autres qui choisissent de ne pas regarder de trop près. Au début, cela ne ressemble pas à un soutien, cela ressemble à du silence, cela ressemble à de l'évitement. Cela ressemble à des personnes qui restent en dehors de choses qui ne les regardent pas. Mais avec le temps, le silence commence à fonctionner comme une protection. Quand personne ne questionne ce qui se passe, quand personne ne défie la version présentée, et quand personne n'intervient pour poser des questions plus profondes, la situation continue sans résistance. Certaines personnes aident aussi sans réaliser l'impact complet de ce qu'elles font. Elles répètent ce qu'on leur a dit sans vérifier. Elles supposent que la première explication entendue est la bonne. Elles transmettent des informations qui semblent raisonnables en surface, mais elles ne s'arrêtent jamais pour voir ce qui pourrait manquer en dessous. Ce faisant, elles deviennent partie de la structure qui maintient la vérité cachée. Ensuite, il y a ceux qui remarquent que quelque chose ne va pas, mais choisissent le confort à la confrontation. Parler semble risqué. Cela semble inconfortable. Cela pourrait perturber des relations ou créer une tension qu'ils préféreraient éviter. Alors, ils restent silencieux, se convainquant que rester neutre est inoffensif, même lorsque la neutralité permet en réalité au tort de continuer sans frein. La prise de conscience la plus douloureuse arrive plus tard, lorsque les schémas deviennent impossibles à ignorer. Ce n'est plus seulement les actions d'une seule personne qui apparaissent au premier plan, mais l'environnement autour de ces actions. Tu commences à voir comment certains comportements ont été autorisés à se répéter sans conséquence, comment certains récits ont été acceptés sans question et comment certaines voix se sont vues attribuer plus de poids que d'autres, sans équilibre. Ce qui rend cette découverte si lourde, c'est qu'elle change le sens de tout ce qui s'est passé. Il ne s'agit plus seulement de ce qu'une personne a fait. Il s'agit de combien de personnes ont créé l'espace pour que cela continue, combien ont choisi de ne pas questionner, combien ont préféré la facilité à la vérité, combien ont aidé directement ou indirectement à empêcher l'histoire complète d'être vue, et une fois que tu comprends cela, l'impact va au-delà de la situation originelle. Cela te force à repenser la confiance, la conscience, et à quel point le silence et la commodité peuvent facilement façonner la réalité sans que personne n'admette jamais ouvertement avoir joué un rôle. Quand tu mets tout cela ensemble, une chose devient impossible à ignorer. La plupart des expériences douloureuses de la vie ne concernent pas seulement ce qu'une personne a fait, mais comment la réalité a été façonnée, retardée, cachée ou atténuée jusqu'à ce que le tableau complet devienne presque méconnaissable.
Tu n'obtiens pas toujours la vérité dans un moment propre. Plus souvent, tu l'obtiens en fragments, en versions montées, en récits contrôlés, en bonté sélective, en silence de la part de gens qui ont vu plus qu'ils ne l'ont admis, et en confusion qui s'accumule lentement jusqu'à ce que la clarté finisse par se frayer un chemin de force. Ce qui rend les choses encore plus sérieuses, c'est à quel point une personne peut facilement perdre son sens de la direction pendant que tout se passe encore. Quand les récits sont contrôlés, quand l'information est incomplète, quand la bonté a des ficelles attachées, quand les excuses sont utilisées pour réinitialiser les conséquences au lieu de réparer les dégâts, et quand les expériences ne sont jamais comparées ouvertement, il devient très facile de te questionner toi-même au lieu de questionner ce qui se passe réellement autour de toi. Voilà comment les gens restent bloqués plus longtemps qu'ils ne le devraient. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que la vérité complète leur est rarement donnée en temps réel. Mais une fois que la conscience commence à grandir, quelque chose bascule à l'intérieur. Tu commences à voir des schémas au lieu d'événements isolés. Tu cesses de traiter la confusion comme ta faute et tu commences à la reconnaître comme un signal. Tu commences à comprendre que tout ce qui semblait personnel n'était pas réellement personnel, et que tout ce qui semblait accidentel n'était pas vraiment accidentel. La clarté n'efface pas ce qui s'est passé, mais elle change la façon dont tu l'interprètes. Et c'est dans ce changement que ta puissance commence à revenir. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans la découverte de ce qui était caché. Le vrai pouvoir, c'est d'apprendre à voir plus clairement à partir de maintenant. C'est de faire à nouveau confiance à ta perception, de reconstruire ta confiance dans ton propre jugement, et de refuser d'accepter des demi-vérités comme des réponses complètes. Et c'est ici, l'élu, que tout se noue. La loi de la fréquence 999 n'est pas une décoration spirituelle. C'est la confirmation finale de ta véritable puissance. Elle agit comme une clé qui coupe les chaînes invisibles que l'on a rivées à ton âme depuis des années. Ces chaînes que l'on appelle fatigue chronique, burn-out, manque, trahison à répétition, porte fermée sans raison. Elle restaure l'abondance qui t'a toujours appartenu. Elle réaligne ton aura. Elle te rend à toi-même. Ce que tu as traversé n'était pas une punition, c'était un passage initiatique. Et tu es arrivé de l'autre côté. Une fois que ce basculement se produit, tu ne traverses plus la vie de la même manière. Tu deviens plus conscient, plus ancré et beaucoup plus difficile à tromper. Tu portes un regard neuf. Tu reconnais l'obscurité non pas parce qu'elle te possède, mais parce que tu as appris à l'identifier. Et tu ne la laisses plus jamais décider de la direction. Mais il faut que je te dise une chose, en toute transparence, l'authentique. Ces vérités que tu reçois ici, ces mots que d'autres n'osent pas prononcer, ces enquêtes que l'on mène dans les marges et loin des projecteurs, ne survivent dans l'ombre que parce que des élus véritables, des chercheurs, des éveillés, des porteurs de lumière qui ont reconnu leur propre souveraineté, choisissent de soutenir cette œuvre. Ce sont eux, par leur flamme discrète, qui permettent à ces voix de continuer à parler sans être étouffées. Si cette voix t'a parlé, si quelque chose s'est ouvert en toi, alors sache qu'il existe un lien glissé en silence dans le commentaire épinglé pour celles et ceux qui choisissent de garder cette lumière allumée. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un dû. C'est un acte d'alignement, une manière de dire « je reconnais ce chemin et je contribue à ce qu'il continue ». Un don à la hauteur de ce que ta lumière reçoit aujourd'hui. Tu es arrivé jusqu'ici et cela n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard si ces mots ont résonné en toi. Ce n'est pas un hasard si tu as tenu jusqu'à cette ligne. Tu as maintenant 2 chemins devant toi et c'est à toi de choisir. Le premier chemin, c'est celui de sceller absolument ton aura, d'activer la fréquence 999 comme un mur de lumière impénétrable et de reprendre possession de tout ce qui t'a été volé. L'énergie, la confiance, l'abondance, la paix, le sommeil, la joie simple d'exister. Le lien d'accès à la fréquence 999 t'attend dans le commentaire épinglé. Pas de promesses vides, pas de bruit extérieur. Juste toi, ta volonté et une clé qui répond à ta souveraineté. Le deuxième chemin, c'est celui de soutenir les enquêtes que nous menons dans l'ombre, ces travaux qui dérangent ceux qui ne veulent pas que tu comprennes et qui ne tiennent que par la flamme de ceux qui donnent. Le lien de don est également glissé dans le commentaire épinglé, à quelques lignes du premier. Tu peux choisir l'un, tu peux choisir l'autre,
Tu peux choisir les deux. Tu peux choisir plus tard. Mais le choix, à partir de maintenant, t'appartient. L'élu, ta lumière n'a jamais été un accident. Ton réveil n'a jamais été un accident. Et ta traversée de cette nuit n'a jamais été un accident non plus. Tu es la preuve vivante que la justice divine n'est pas une abstraction lointaine. Elle est un retour à l'ordre juste. Et cet ordre commence par toi, à l'intérieur de toi, par toi. Que la fréquence 999 t'accompagne à chaque souffle, que ton aura reste scellée contre toute ombre, et que jamais plus personne sur cette terre ou dans l'invisible ne puisse te faire douter de la puissance qui t'habite depuis le